Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Et maintenant, Donald Trump a annoncé qu'il discutera bientôt avec Vladimir Poutine. Nous allons parvenir à un accord, a-t-il déclaré dimanche, toujours optimiste, mais en évoquant néanmoins, encore une fois, des sanctions contre Moscou. Les Européens et Kiev, de leur côté, ont refusé toute concession, alors que Trump et Poutine avançaient vers un accord de paix. Emmanuel Macron et les dirigeants européens envisagent une force de réassurance, évidemment refusée par le Kremlin. Alors pour comprendre tout cela, et si cette force de réassurance est une menace sur la Russie ou sur la paix, je reçois le général Jean-Claude Allard. Mon général, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Alors, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes aussi général de division. Vous avez d'ailleurs commandé l'aviation de l'armée de terre, l'ALAT. Alors, merci encore une fois de votre présence ici. Nous allons évoquer cette force de réassurance voulue par Emmanuel Macron. D'abord, Jean-Claude Allard, j'aimerais savoir ce que vous percevez de cette incertitude ambiante. Tout semble flou, en effet. La Russie a tiré 800 drones avant-hier sur l'Ukraine. Trump dit envisager de nouvelles sanctions contre Moscou et se fâche d'ailleurs avec les Européens, leur rappelant qu'ils achètent des hydrocarbures russes. Mais en même temps, il déclare « We will get it done », nous allons le faire, l'accord de paix, nous parviendrons à la paix. Comment comprenez-vous, Jean-Claude Allard, l'action, l'intention de Donald Trump face à Vladimir Poutine, mais aussi face à Kiev et face aux Européens? Je pense que Donald Trump a en fait trois problèmes face à lui qu'il souhaite régler et qui sont liés par l'Ukraine. Le premier problème, c'est la relation des États-Unis avec la Russie d'une façon générale, sachant que cette guerre a propulsé la Russie du côté de la Chine et a créé donc un vaste ensemble sino-russe dont on peut discuter de l'efficacité, de l'équilibre des demandes, etc. Mais toujours est-il qu'elle est là, et en face, il y a les États-Unis qui se retrouvent plus seuls. Premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème de la relation entre les États-Unis et l'Europe. Trump l'a dit plusieurs fois, il souhaite que l'Europe s'investisse beaucoup plus, d'une part, dans sa défense, et que, d'autre part, elle soutienne plus économiquement, si je puis dire, les États-Unis. On se souviendra ici utilement que le président Biden avait fait voter l'Investment Reduction Act, qui mettait des centaines de milliards de dollars sur l'économie américaine, au détriment d'ailleurs de l'Europe. Donc en fait, il y a un premier problème, un second problème, ce sont les relations Europe-États-Unis qui se positionnent sur un plan de défense, d'industrie de défense, d'économie et de relations au sens large. Nous sommes alliés censément aux États-Unis. Pour autant, Trump a menacé de droits de douane parce qu'il veut, si je puis dire, attirer cette puissance économique européenne pour les États-Unis et pour développer son économie propre. Vous évoquez les 15% de tarifs douaniers imposés par Trump. 15%, mais avant toutes les lois qui ont été passées par les États-Unis, avant même Trump, pour recentrer son économie, et ceci contre la Chine. Et puis, le troisième problème qu'il a réglé, c'est le problème de la guerre en Ukraine. Mais lorsque on élargit le débat comme je viens d'essayer de le faire, on se rend compte que la guerre en Ukraine n'est qu'un bout de trajectoire ou un départ d'un problème beaucoup plus vaste. Et c'est ce que je pense qui a été traité en Courage. En Courage, il y a eu le sommet Trump-Poutine, dont on analyse les résultats comme peu probants, si on ouvre le dossier de la guerre en Ukraine. Si on ouvre les deux autres dossiers dont je parle, il est fort possible que les résultats soient totalement différents. Donc aujourd'hui, Trump hésite, va d'un côté et de l'autre, parce qu'il a trois problèmes qu'il veut résoudre en même temps. Et personnellement, je ne
pense pas qu'il se focalise uniquement sur l'Ukraine, mais sur l'ensemble de ces problèmes. Beaucoup plus de variables. Trump a devant lui beaucoup plus de dossiers, de variables d'une certaine manière, que les Européens qui voient les choses de manière plus simple, simpliste. Alors, les Européens, on a vraiment l'impression, effectivement, que les Européens se concentrent sur la guerre en Ukraine. On ne peut pas leur donner tort, parce qu'elle se déroule à la porte de l'Europe. Elle se déroule avec un pays qui était un pays qui faisait une espèce de tampon avec la Russie, que l'on craint depuis toujours en Europe, et dont on craint l'expansion depuis toujours en Europe. Donc les Européens se concentrent beaucoup là-dessus. Pour autant, ils ont d'autres problèmes à traiter, mais c'est le point important, et c'est donc les raisons pour lesquelles, finalement, je pense que l'initiative Macron-Steinmeier, le Premier ministre du Royaume-Uni, a fonctionné et a réussi à rassembler 26 pays. Maintenant, il s'agit de discuter ce que représentent ces 26 pays et ce qu'ils vont faire, effectivement. Alors, vous aviez l'air de dire, pour poursuivre votre réflexion sur ces 3 dossiers de Donald Trump, pour en venir au 3e, Jean-Claude Allard, dans un article que vous avez récemment publié sur Esprit Surcouf, au lendemain du sommet de l'Alaska, vous évoquiez, je vous cite, Trump, qui, selon vous, vise à mettre fin à la guerre de 108 ans avec la Russie pour stabiliser le monde. Oui, cette guerre de 108 ans a commencé en 1917. Et que se passait-il en 1917 ? D'un côté, il y a la révolution, octobre 17, il y a la révolution qui met en place le communisme dans l'Union soviétique et qui crée progressivement l'Union soviétique. Et de l'autre côté, en 1917, nous sommes au milieu de la guerre de 14-18 et c'est le moment où les États-Unis rentrent en guerre aux côtés des puissances occidentales contre l'Allemagne et qui, à ce moment-là, commencent à développer leur industrie de défense et commencent à s'apercevoir que au-delà de la forteresse America, il y a un monde qui vit et il y a un monde qui est soumis à la guerre et il y a en face et de l'autre côté de l'océan Pacifique, je dis l'océan Pacifique exprès, il y a une puissance montante qui est l'Union soviétique. D'ailleurs, les États-Unis s'engagent avec une trentaine de pays, je crois, à ce moment-là, aux côtés des Russes blancs, contre les bolcheviks, contre les bolcheviks, pour essayer de restaurer les Russes blancs au pouvoir. Et donc, en fait, la guerre commence à ce moment-là. Elle se répand de façon ténue, mais il y a quand même un antagonisme entre, d'un côté, une vision capitalistique du monde, de la politique et de l'économie, et de l'autre côté, une vision communiste. Donc, c'est incompatible, d'autant plus que le communisme s'affiche comme un ennemi invétéré et quasiment mortel du capitalisme. Donc, ça ne va pas aller entre les deux pays, et effectivement, ça ne va pas. Ensuite, il y a, comme on le sait, la guerre de 39 qui se déclare, et en juillet 41, qui se déclare avec l'Union soviétique et l'Allemagne nazie alliées. D'ailleurs, l'Allemagne nazie a pu reconstituer son armée grâce à l'aide de l'Union soviétique, puisque dès les années 30, l'aviation, les fameux Stuka avec leurs pilotes, et les blindés, les fameux blindés de Guderian, se sont développés et entraînés en Union soviétique, où il y avait des écoles et des usines qui les fabriquaient, et les soldats allemands allaient là-bas pour développer le fameux couple Stuka-Panzer, qui a notamment en France, qui est bien connu en France, puisque c'est ce qui nous a vaincu notre armée. Donc après, ce n'est qu'en 41, juin 41, lorsque les nazis attaquent l'Union soviétique, que l'Union soviétique se rapproche, mais tout de suite, vous le savez, dès la fin de la guerre, les accords de Yalta ne sont pas respectés par l'Union soviétique.
Je rappelle les accords de Yalta, parce que on confond souvent, on dit ils se sont partagés le monde. C'est faux. Ils se sont partagés et ils ont fait un plan d'opération militaire où le front de l'Est devait progresser jusqu'à telle limite et le front de l'Ouest jusqu'à telle limite. Et ensuite, on tenait des élections libres. Staline n'a jamais voulu tenir ces élections libres, et donc là commence l'affrontement, dit la guerre froide. Quelques chiffres sur la guerre froide. D'abord, c'est la guerre de Corée. Les Américains sont engagés directement. C'est la guerre du Vietnam. Les Américains sont engagés directement. Puis ensuite, c'est les guerres par proxy. Et puis, c'est 5000 têtes nucléaires de part et d'autre. Donc, c'est une chose terrible. Et cela semble perdurer avec la Russie. Peut-être l'attitude de la Russie, l'attitude des États-Unis. Donc, on peut supposer, et c'est ma supposition, qu'il y a un courant aux États-Unis qui veut mettre fin à cette affaire et stabiliser le monde, parce que le monde devient beaucoup plus dangereux et instable ailleurs que dans cette relation. Dont Trump serait la figure centrale, première, la plus visible. Est-ce que Trump sera la personne qui l'initie ? Je pense que Trump est le porteur d'un certain nombre d'idées, tout comme George Bush Jr. a été le porteur des idées des néoconservateurs. Alors que son père, je le rappelle ici encore une fois aussi, parce que ce qui se passe aujourd'hui s'ancre dans l'histoire. Alors que son père était celui qui a rencontré Gorbatchev à Malte le 4 décembre 1989, qui a mis fin temporairement à la guerre froide et qui a dit maintenant que l'Union soviétique et les États-Unis sont, disons, réconciliés, les affaires du monde vont aller mieux. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, ça ne dure pas, on est en effet dans cette période d'incertitude, donc nous comprenons mieux l'enjeu immédiat et plus global avec votre analyse. Revenons-en, si vous le voulez bien, à la force de réassurance dont Emmanuel Macron donc, est l'un des principaux promoteurs et que le Kremlin refuse catégoriquement. Je vous propose, Général, un résumé de son actualité. Les Européens devaient apporter les garanties de sécurité dont Kiev estime avoir besoin pour signer un accord de paix. Avec Moscou, 26 pays ont formalisé leur contribution à une force de réassurance, que cela soit pour assurer la régénération de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire son financement, soit pour, en théorie, assurer la sécurité du sol, des airs et des mers de l'Ukraine. Le plan n'a pas été précisé par Emmanuel Macron, mais cela ne pourrait se faire sans un soutien de Washington, que les Européens attendent encore. Selon le Wall Street Journal, citant des sources militaires américaines, 10 000 soldats européens sont prévus. Vladimir Poutine a, de son côté, déclaré que tout déploiement occidental en Ukraine, avant un accord de paix, serait une cible légitime pour les forces russes et qu'un déploiement après l'accord serait inutile. Le dirigeant russe a souligné que l'entraînement de l'Ukraine dans l'OTAN par l'Occident était l'une des causes du conflit, exigeant aussi des garanties de sécurité pour son pays. Donc entre Emmanuel Macron qui veut impliquer l'armée française et le Kremlin qui estime que les Européens entravent le règlement du conflit, où vous situez-vous, Jean-Claude Allard ? Pardon ? Où vous situez-vous ? Ah bon, je me situe nulle part, là. Je me situe un observateur. parce que il faut observer les deux côtés. Bon, dans un premier temps, cette guerre a été déclenchée par Poutine, et clairement parce que il y avait des velléités de développement de l'OTAN en Ukraine. Et d'ailleurs, l'OTAN avait des bureaux en Ukraine, les forces américaines étaient là, et donc vouloir remettre non pas l'Ukraine dans l'OTAN, parce que ça, je crois que désormais c'est totalement hors de question, mais... Vous pensez sur ce point-là que la Russie a déjà obtenu gain de cause ? Oui, gain de cause avec le pouvoir américain actuel. Trump a affirmé qu'il n'accepterait pas l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'est clair. Et il y a eu la contre-proposition de Giorgia Meloni de dire on fait un article 5, mais sans adhésion à l'OTAN. C'est en gros le même schéma politique que les réassurances que défend le président Macron. Alors après, on discute de savoir.
Alors, cette force de réassurance, bien entendu, elle pose beaucoup de questions. Il y a un point particulier qui est important, c'est qu'il y a 26 pays qui la soutiennent, mais on ne connaît pas le détail Et d'ailleurs, à regarder la carte, on pense que ce sont les pays européens. À regarder la cartographie des forces militaires dans les pays européens, on s'aperçoit bien qu'un certain nombre de pays, et bon, ce n'est pas leur jeter la pierre, contribueront de façon tout à fait marginalement, quelques officiers dans l'état-major, quelques bataillons ici ou là. Tout ça n'est pas de réelle nature à arrêter la Russie si elle veut aller. Alors, la vraie réassurance, elle repose sur 3 points différents. Il y a un premier point qui est dans la main de la Russie. C'est est-ce que la Russie a l'intention d'aller au-delà de ce qu'elle revendique aujourd'hui, c'est-à-dire la possession des 4 oblasts en question, plus la Crimée, mais ça c'est déjà acquis dans l'esprit de Poutine et je crois d'autres personnes, plus la neutralisation de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne. Donc voilà. Donc si ça c'est obtenu, on peut toujours se poser la question de savoir si Poutine va continuer ou pas. Donc c'est en quelque sorte une façon de réassurance, c'est-à-dire d'accepter quelque chose de façon à ce qu'il n'y ait plus de revendications. C'est risqué. La deuxième partie, c'est arriver à entraîner les États-Unis derrière, mais jusqu'à présent, les États-Unis ont fourni de l'aide, mais n'ont jamais combattu sur le terrain. Donc la réassurance, ça voudrait dire arrêter d'empêcher la Russie de revenir ou d'attaquer encore plus l'Ukraine. Et puis le troisième point, c'est un point auquel il faut réfléchir, c'est que l'implication des 2 principaux pays européens que sont la France et le Royaume-Uni dans cette réassurance, selon la forme qu'elle prend, peut amener à se poser la question que pouvons-nous faire pour sauver nos soldats? En d'autres termes, si il y a des forces militaires déployées en Ukraine et que la Russie sort de des lignes actuelles et attaque ses forces, quelles seront les réactions des 2 puissances qui sont les piliers et qui sont des puissances nucléaires? Donc, attaquer les forces armées au sol de ces 2 pays, est-ce s'attaquer aux intérêts majeurs de ces pays ou est-ce simplement mettre en place une guerre? Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir de son côté les États-Unis, et Trump faceille beaucoup là-dessus. Il faceille, je l'ai expliqué avant, parce qu'il a 2 autres problèmes derrière la tête qu'il veut résoudre. Alors, le principe même de cette force n'est pas, que l'on dit donc de réassurance, son principe ne serait pas de s'ingérer d'une certaine manière dans le conflit entre 2 belligérants, mais bien d'un déploiement auprès de l'un d'eux, en Ukraine donc. On a le sentiment, Jean-Claude Allard, que cette situation en fait peut très aisément déraper. C'est ce que vous évoquez dans votre dernier développement. Si des forces occidentales sont en Ukraine, d'une certaine manière, les guerres explosent facilement sur un malentendu ou sur des alliances de principe qui pourraient conduire au pire. Exactement, mais on ne connaît pas le détail des plans d'opération, mais je pense que les plans d'opération seraient, si je puis m'exprimer ici, et si nos auditeurs, nos téléspectateurs ont bien en tête ce qui se fait actuellement, c'est la continuité de ce qui se fait actuellement. Le renforcement, c'est-à-dire nous avons des troupes, nous et l'OTAN, mais la France aussi, en Roumanie et dans les pays baltes, c'est premièrement augmentation de nos troupes
dans ces deux pays. Des troupes, quand je pense aux 26 pays, donc la France en faisant partie. Augmentation des troupes. C'est augmentation de la formation de l'armée ukrainienne pour la remettre en ordre de marche et être capable de refaire face à une avancée plus avant. C'est lui assurer un soutien logistique, c'est lui assurer un soutien renseignement, c'est lui assurer aussi de nouveau des vivres. Donc en fait, je ne crois pas qu'il faille imaginer un cordon de troupes le long des frontières des oblasts que la Russie aurait annexées. Bon, si c'est le cas, je ne prononce pas là-dessus, ni 100 kilomètres en arrière, mais tout un système qui tient debout l'armée ukrainienne et qui lui permet de, récupérer de cet effort de guerre qu'elle a eu et de redevenir capable de défendre l'Ukraine s'il y a des avancées russes par rapport à ce qu'ils ont atteint actuellement. Donc c'est assez particulier. Mais plus un soutien, ou vous envisagez plus un soutien? On annonce 10 000 à 30 000 hommes. Bon, c'est clairement insuffisant pour arrêter l'armée russe. Mais c'est une façon de faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que derrière cette agitation sur le front militaire, je peux dire, qui pour moi est le renforcement de ce qui se fait actuellement, il y a aussi l'ensemble des mesures économiques, de sanctions financières et autres. Et je pense que les Européens, ces 26 pays européens, tablent sur cette forme de guerre. En fait, une guerre hybride, c'est-à-dire attaquer sur tous les fronts la Russie et renforcer les sanctions. Alors, mon général, sur le terrain, donc l'armée russe pour l'instant a l'avantage. On se demande d'ailleurs si c'est pas ce qui va empêcher tout accord pour l'instant, puisque Oleksandr Syrski, donc le commandant en chef de l'armée ukrainienne, indiquait hier qu'elle avait, l'armée russe, 3 fois plus de ressources. Toujours selon Syrski, les unités russes s'infiltrent dans les brèches pour avancer, mais il n'y a pas eu, évidemment, de vastes offensives d'été. Ce que je voulais vous demander, général Allard, quels enseignements tirez-vous de ce conflit, de manière générale, pour l'armée française ? Alors, déjà, l'un des enseignements, je le tire de ce que vous citez et qu'il faut bien avoir en tête, c'est la profondeur stratégique. Dès le début de la guerre, on voit la profondeur stratégique, c'est-à-dire la capacité à un belligérant, indépendamment de la guerre en Ukraine, d'avoir une industrie de défense derrière, d'avoir une ressource humaine pour tenir les postes au combat, d'avoir une économie qui lui permette d'abonder l'achat d'armement et le paiement de ses soldats. Donc, profondeur stratégique. Donc, on voit dès le début du conflit que la profondeur stratégique était du côté russe. Celle du côté ukrainien n'existait que par le soutien que le monde occidental, américain et européen pouvaient lui apporter. Et donc, on a bien vécu tout au long de cette guerre que ce soutien a été accordé de façon mesurée et scandée dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs. On se souviendra quand même d'une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que au cours de l'année, alors c'est lié à la force de réassurance, au cours de l'année 2021, les Russes ont développé l'exercice Zapad, c'est-à-dire immense exercice aux frontières de l'Ukraine. En réponse, et parce que ça existe depuis 10 et voire même 15 ans pour certains, les Occidentaux ont développé un certain nombre d'exercices militaires en Ukraine avec soit l'OTAN, soit dirigé par les États-Unis, soit par... Donc je vais citer Cossack Mass, par exemple, avec le Royaume-Uni, la masse du Cossack, et Sea Breeze, la brise marine. Très gros exercice qui a eu lieu en juin 2021. C'était le 8e ou le 9e épisode de cet exercice. Et je rappelle qu'à cet exercice, il y avait 42 pays participants.
31 bateaux hors de pays riverains de la mer Noire se sont réunis dans la mer Noire et tout le monde a affirmé on va défendre l'Ukraine. Très bien. 15 jours avant l'invasion, au début février, les Américains disent replie tous les citoyens américains militaires ou conseillers civils qu'ils avaient en Ukraine, 2021-2022, et puis ils s'en vont. Et donc, le véritable soutien et la véritable profondeur stratégique de l'Ukraine n'a commencé qu'au 15 avril, au moment où Lloyd, Boris Johnson. le président, le ministre de la Défense Lloyd dit maintenant, à partir de maintenant, on s'implique là-dedans et on va réduire la Russie dans un tel état qu'elle ne pourra jamais plus réattaquer qui que ce soit. Donc voilà, l'affaire commence là, mais elle commence un mois et demi après le début des conflits, avec de sérieux coups pour l'Ukraine. Donc la profondeur, le premier enseignement, la profondeur stratégique doit être présente dès le début du conflit, parce que c'est là où on porte les premiers coups, et puis elle doit être stable, fiable et dans la durée. Voilà. Donc, pour l'armée française, on fait partie de l'OTAN maintenant. Est-ce que l'OTAN est fiable et dans la durée? Alors, à chaque fois qu'on voit qu'il y a un problème à régler, on voit qu'un certain nombre de pays européens au sein de l'OTAN divergent, disent non, nous on veut pas, nous on fait ci, on fait ça. Donc, on a un premier souci là-dessus. Après, maintenant, il y a des enseignements. Ça, c'est les enseignements politiques. Et les enseignements militaires, ils sont directement liés à la façon dont les opérations se sont conduites. Au début, on a vu des batailles de chars, des batailles d'artillerie. Les batailles d'artillerie existent toujours. L'artillerie s'est perfectionnée, on a vu le canon qui tire des obus, comme le César, mais on a les missiles, on a les missiles balistiques ou les missiles, les missiles de croisière, c'est-à-dire qui sont dirigés sur la cible. On a le déploiement des drones, énormément de drones, avec 3 niveaux de drones. Le drone de contact, qui est utilisé sur la ligne de contact et que l'on voit souvent à la télé pour chasser les soldats, et puis le drone qui attaque dans la profondeur et qui supplée un petit peu l'aviation et en coordination avec les missiles balistiques peut taper dans la profondeur d'un dispositif. Et des deux côtés, puisque l'Ukraine met au point un missile et a déjà attaqué des raffineries de pétrole et des bases aériennes russes. Donc la guerre dans la profondeur, par les voies aériennes, par les drones. Et donc, l'enseignement, c'est en contrepartie la défense antiaérienne contre tous ces effets qu'il faut développer. Donc, il y a énormément de boulot sur la table. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Général Jean-Claude Allard, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et que vous êtes général de division. Vous avez d'ailleurs commandé l'aviation de l'armée de terre, la LAT. Merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de la commenter, de la partager. Bonne soirée et à la semaine prochaine.